Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce live conférence. Je suis Valéoraptor, vous n'êtes pas trompé de chaîne. Je suis diplômé d'un master en paléontologie et paléo-environnement et je suis spécialisé dans les phalins. C'est un sable marin très riche en fossiles, notamment ceux du sud de l'Anjou, du bassin de Douai-la-Fontaine datant de 11 millions d'années, et plus largement ceux de l'ouest de la France qui sont plutôt en général de 15-20 millions d'années. Ces sables se sont formés en pleine période Miocène, et dans ces gisements, comme de nombreux sur Terre, on retrouve des dents de requins mégalodons. Alors, déjà histoire de vous mettre les points sur les i aussi, désolé à ceux et celles qui pensaient que j'allais parler du genre Mégalodon, qui est un genre de bivalve fossile ayant vécu du Dévonien jusqu'au Jurassique. Pour les potentiels malacologistes présents, je ne vous cache pas que vous serez un petit peu déçus et que vous risquez de vous ennuyer pendant cette prochaine heure. Non, donc je suis là pour vous parler du requin mégalodon qui depuis 2012 répond au joli petit nom de Otodus megaselacus megalodon, classé dans la famille des Otodontidés et l'ordre des lamniformes. Cette espèce a été décrite à partir de dents fossilisées par Luis Agassiz entre 1833 et 1843 dans son œuvre en 4 volumes, Recherche sur les poissons fossiles. Donc vous avez l'extrait ici en diaporama. À l'époque, donc, Agassiz avait classé l'espèce dans le genre Carcharodon, le rapprochant indéniablement du grand requin blanc actuel nommé Carcharodon carcharias. Mais suite à des divergences morphologiques, surtout au niveau dentaire, puisqu'on n'a que ça finalement, on a donc décidé de classer le mégalodon dans une autre lignée que celle des lamnidés. Vous connaissez sans doute ce requin, donc très présent dans la culture populaire, surtout en ce moment grâce au navet qui est sorti récemment au cinéma, The Meg, en eau trouble en français, avec Jason Statham. Donc vous avez surtout des films qui sont liés à son image, c'est plutôt des nanars, ce genre de choses. Vous avez des documentaires aussi, pas très sérieux pour la plupart, mais quelques-uns qui se démarquent quand même bien du lot, à savoir donc ceux de la BBC, donc les monstres des fonds des mers, et Le mystère des géants qui est passé sur France 5 il y a très peu de temps, qui est excellent. Donc si jamais vous avez l'occasion de le voir, regardez-le, il est très bon. Donc pour vous, c'est le plus grand requin qui ait jamais hanté nos océans, 16-25 mètres de long, 50 à 100 tonnes, une force de pression occlusale de 20 tonnes au centimètre carré, ovovivipare, qui met un seul petit au monde par portée, qui fait déjà 1 mètre de long à la naissance. Mais bien sûr, alors je ne suis pas là évidemment pour vous parler de toutes les idées reçues qu'on peut entendre sur lui, ou les informations erronées qu'on peut voir sur lui. Si vous voulez en savoir plus, donc j'ai fait 2 vidéos sur cet animal qui sont présentes sur ma chaîne, hein, ces 2 vidéos-là. Donc pour essayer d'en finir avec ces idées reçues, ces informations, etc. Mais croyez-moi qu'elles ont la vie dure, donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil après cette conférence, histoire de compléter la chose. Et ce sera parfait pour vous. Non, aujourd'hui, donc je vais traiter avec vous l'aspect cryptozoologique de la bête. Qu'est-ce que la cryptozoologie ? La cryptozoologie est la discipline qui étudie les animaux cachés, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore fait l'objet d'une description scientifique et dont l'existence reste à prouver. Elle englobe dans ses dossiers des affaires plus ou moins crédibles, dont certaines sont très connues et populaires, et d'autres quasiment confidentielles. Sachez que pour le mégalodon, c'est un cas un petit peu à part, parce que l'existence scientifique est prouvée, puisque c'est une espèce qui a réellement existé, mais l'aspect cryptozoologique du mégalodon, c'est qu'il y a une théorie qui circule, comme quoi il serait toujours vivant, et on est là pour mettre de côté le vrai et du faux. Mais avant de vraiment commencer sur l'aspect cryptozoologique, qu'est-ce qu'on sait de sûr sur le requin ? Déjà, le mégalodon était un requin au sommet de la chaîne alimentaire. Il se nourrissait de proies moyennes à de très grosses proies, crocodiles, tortues, pinnipèdes, donc tout ce qui est phoques, morses, otaries, etc., et aussi, bien sûr, des siréniens, comme les dugongs et les lamantins, des odontocètes, donc ce sont plutôt des baleines à dents, comme le dauphin moderne, et également des mysticètes, donc là on est plutôt sur la baleine à fanon, les baleines à bosse, les baleines bleues, etc. pour aujourd'hui, mais il y a 11 millions d'années, dans le bassin de Douai-la-Fontaine, vivait une baleine à fanon qui s'appelait Pelocytus mirabilis. Voilà, c'est une petite espèce de baleine qui faisait 10 mètres, autant en parler un petit peu. Alors comment est-ce qu'on sait que il mangeait ce genre de proie? Eh bien déjà, quand on regarde la forme générale des dents, on regarde qu'elles sont plutôt massives, triangulaires, très grosses et crénelées sur leur bord. Donc ce genre de dents, c'est pas fait pour bouffer du plancton, c'est bien fait pour bouffer du vertébré.
Et on le sait également parce que certains fossiles montrent des traces de dents, de striures de mégalodons qui ont raclé l'os en question. Donc on a quand même quelques preuves pour certains animaux, certaines proies. On retrouve donc des restes de mégalodons un peu partout dans le monde, grosso modo entre les deux 50e parallèles. Et comme on peut le voir sur cette carte de Pimiento et al. De 2016, carte qui est quand même relativement incomplète sur certains points. Hein. Bon, ils ont fait quand même un travail colossal dessus, on ne va pas leur jeter la pierre. Mais par exemple sur la France, si on se concentre sur la France, il manque quand même pas mal de points, ce qui est un petit peu dommage, mais bon, au moins ça nous donne une petite idée de où ils pouvaient vivre. On retrouve donc ces restes toujours dans des roches traduisant ce type d'environnement, traduisant des environnements plutôt côtiers, peu profonds et plutôt tempérés chauds à tropicaux. L'espèce est apparue au cours de l'Aquitanien, voire fin Aquitanien, début burdigalien, aux alentours de 23 à 20 millions d'années, et il a disparu fin Pliocène, il y a 2,6 millions d'années, suite à de nombreux facteurs qui seraient cumulés. Tout d'abord, un changement de climat et des températures océaniques globales, couplé à une baisse donc du niveau marin, ce qui est un petit peu normal, et la disparition des zones de nurserie. Donc les zones de nurserie, c'est là où les animaux vont élever leurs petits ou mettre leurs petits en sécurité avant qu'ils rejoignent les océans profonds. Vous avez également la disparition de ses proies favorites, avec les sireniens qui sont devenus plus rarissimes qu'autre chose, et la disparition de nombreuses familles de baleines, notamment une famille de baleines typique des eaux chaudes, la famille des cétothéridés. Les baleines restantes de grosse taille, évidemment, ont développé une adaptation marquée pour les eaux froides, ce qui fait que le mégalodon, comme il ne côtoyait pas ces eaux-là, il était plutôt cantonné aux eaux chaudes, donc il ne pouvait pas manger certaines périodes. Et enfin, une concurrence et une prédation devenues plus importantes. Vous allez me demander, mais qu'est-ce qui peut manger un mégalodon adulte? Je vais vous répondre, un mégalodon adulte, déjà. Mais sachez qu'on est tous petits avant d'être grands, sauf certaines personnes qui restent petites toute leur vie, mais c'est pas tellement grave ce genre de choses. Et vous avez ici, sur cette diapositive, donc deux prédateurs potentiels, à savoir Carcharodon carcharias, donc le grand requin blanc, qui est apparu courant Pliocène, pour l'espèce en tout cas Carcharias, et également apparition courant Pliocène, Orcinus orcoa, donc là on est plutôt sur l'orque lépolard, qui est une baleine à dents, une baleine tueuse de requins. Alors, c'est vrai que ça pouvait potentiellement manger des bébés mégalodons, bien qu'on n'en ait pas vraiment la preuve, mais ils vont surtout faire office de concurrence aux mégalodons, puisqu'ils sont à peu près dans les mêmes niches écologiques, ils vont par conséquent manger à peu près les mêmes proies, voire complètement les mêmes proies. Sauf que le grand blanc et l'orque ont développé une adaptation pour les eaux froides, ils peuvent aisément aller en eau froide. Pour eux, ça ne pose pas de problème, et le mégalodon, a priori, aura été freiné. Donc imaginez, vous avez un poulet, vous êtes tout seul, vous pouvez le bouffer tranquillement. Maintenant, imaginez que vous avez toujours le même poulet, mais que vous avez deux amis à vous qui ont un appétit aussi grand que vous, vous avez moins à vous mettre sous la dent. Ce qui fait que le mégalodon a pu disparaître à cause de ça. Eh bien, en fait, tous ces phénomènes ont été, selon toute vraisemblance, causés par la fermeture de l'isthme de Panama. L'isthme de Panama, au cours du Miocène, était ouvert, laissant les eaux pacifiques et les eaux atlantiques pouvoir communiquer entre elles et se réchauffer mutuellement, etc. Seulement voilà, courant Pliocène, l'isthme de Panama va se fermer. Ce qui fait que les eaux pacifiques et atlantiques ne peuvent plus se mélanger à cet endroit-là, ce qui fait que les océans vont se refroidir, etc., etc. Donc ce phénomène a été très rapide, trop rapide pour que le mégalodon puisse s'adapter, et il a donc disparu de nos océans. Mais selon certaines personnes, il existerait des preuves de sa non-disparition. Des témoignages prouvant comme quoi il serait comme Renaud finalement, toujours vivant, habitant les profondeurs abyssales et remontant de temps à autre pour faire un petit coucou aux humains. Eh bien ce soir, je vous propose de voir ce qu'il en est. Alors, on me ressort souvent dans les commentaires ou des vidéos que j'ai pu commenter sur le mégalodon, comme quoi il existerait des dents de mégalodon trouvées sur le fond de l'océan, âgées de quelques milliers d'années. Donc cette personne nous précise même que c'était dans la fosse des Mariannes et que les dents ont 10 à 12 000 ans. Ce qui prouverait que le mégalodon n'a pas disparu il y a si longtemps que cela, il n'aurait même certainement pas disparu de nos océans. Et en fait, cette idée vient d'un article paru dans Nature. Alors pour ceux qui ne savent pas... Quand on est scientifique, il y a deux publications dans lesquelles c'est très bien de publier dedans parce que ça brille sur le CV.
vous avez Nature et la principale, c'est Science. Ce sont vraiment les deux gros noms des publications scientifiques dans lesquelles ça brille de publier dedans. Et donc, cet article étudie donc des dents de mégalodon qui ont été récoltées par le HMS Challenger. Alors, avant de vous parler de cet article à proprement parler, ça fait 2 fois parler, c'est pas grave, on va d'abord recontextualiser tout cela. Le 21 décembre 1872, le bateau HMS Challenger part de Portsmouth, Angleterre, pour une mission scientifique de 3 ans. À son bord, 243 membres d'équipage, dont le capitaine George Narr et toute une troupe de scientifiques, parmi lesquels nous remarquons notamment le naturaliste britannique William Carpenter, le biologiste canadien John Murray, l'océanographe et malacologiste français Léopold de Follin, tout ce petit monde scientifique sous la supervision du naturaliste écossais Charles Thomson. Et tous ont bravé les océans sur plus de 3 ans, sur plus de 127 000 km. C'était quand même un très bel exploit à l'époque. Le 6 octobre 1875, non loin des îles Oti et Tubaï en Polynésie française, un dragage a été réalisé à 4362 mètres de profondeur. Dragage qui portera le nom de station 281. Alors pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est qu'un dragage, à l'époque on se contentait de lester un filet, très très gros filet, qu'on balançait à la flotte, qui traînait sur le fond, on arrachait tout le fond, et puis basta, on regardait ce qu'on avait récolté. Voilà, donc une méthode assez barbare, c'est une méthode qualifiée de bourrin. Donc parmi les spécimens récoltés, plusieurs dents de requin, dont certaines, évidemment, ayant appartenu aux puissants mégalodons. Et dans leur rapport de 1891, Murray et Renard ont identifié officiellement une de ces dents comme appartenant à l'espèce Carcharodon megalodon. Donc, vous avez ici une reproduction de cette dent qui est, ma foi, très jolie. 2 autres dents sont restées sous l'appellation Carcharodon, sans distinction d'espèce. Aujourd'hui, on mettrait un petit SP pour dire qu'on n'a pas identifié l'espèce, mais au regard d'aujourd'hui, au regard des caractères que ces dents portent, il s'agit bien là de dents de mégalodon. Une autre dent a été retrouvée également à la station 285 le 14 octobre 1875, à environ 800 km au sud-est de l'île de Marotiri, en Polynésie française toujours, à 4343 mètres de profondeur. Elle aussi a été identifiée par du Carcharodon SP par Murray et Renard en 1891, et pareil, donc au regard des caractères que cette dent porte, il s'agit bien là d'une dent de mégalodon. 2 des dents de la station 281 ont été étudiées par l'anatomiste britannique Czertoski Vladimir, dont son travail a été publié en 1959. De base, il considère les 2 dents comme du Carcharodon megalodon. Alors vous me pardonnerez un petit abus de langage si à partir de maintenant je vais l'appeler Monsieur Vladimir, parce que Czertoski, j'ai déjà quelques petits problèmes de diction, donc on va l'appeler plus simplement par son prénom. Ces dents portent des encroûtements de dioxyde de manganèse. Connaissant la vitesse d'encroûtement basée sur les travaux d'un monsieur qui s'appelle Monsieur Peterson, en 1955, l'auteur dit qu'il est donc possible de retrouver l'âge des dents. Selon Vladimir, Peterson aurait dit qu'il faut 1000 ans pour qu'au minimum 0,15 mm de dioxyde de manganèse se forme. Le principe est donc simple, mesurer la plus épaisse des croûtes de dioxyde de manganèse et on en déduit l'âge de la dent. Seulement, M. Vladimir ne commence pas par ça, il va commencer par la couleur. Parce que rien que par la couleur des dents, M. Vladimir sait nous dire la genèse géologique de ces dents. Je vous fais la traduction littérale qui est ici. La couleur de la partie principale de la face antérieure de la dent N1 ressemblait au jaune clair de l'œuf de poule, variant du jaune barretté au jaune chamois ou au jaune abricot et à l'orange pâle. On le voit clairement sur la photographie comme un champ de lumière entouré du haut et des côtés par une bande foncée et des taches de couleur olive profonde, caractéristique des dents de requin fossiles, trouvées dans le sol et sur le fond de l'océan. Le jaune semble être une couleur naturelle et montre indirectement que cette dent est géologiquement jeune. Donc voilà la description qu'il nous fait pour la première dent. Pour la deuxième dent, il nous fait ces descriptions un peu plus courtes, je vous rassure. La dent N2 est plus sombre que la première, la couleur olive profonde du fossile est prédominante, la couleur jaune crème chamois occupe visiblement une plus petite surface, formant sur la partie frontale plutôt un petit triangle au centre. Bref, pour la couleur, M. Vladimir nous dit que les dents sont géologiquement jeunes. Alors, je vais vous montrer des photos qui sont parfaitement inédites. Je vous remercierai évidemment de ne pas diffuser ces photos, pas faire de screen, etc. Je vous fais assez confiance pour être des honnêtes personnes. Voici à quoi ressemblent les dents
qui ont été récoltés par le HMS Changer. J'ai l'autorisation exceptionnelle de vous les montrer, à condition évidemment que ce ne soit pas diffusé. Donc vous voyez la vraie couleur des dents. Les deux dents étudiées par M. Vladimir sont les deux dents du haut. Donc la planche 5 figure 2 et planche 5 figure 1. Donc M. Vladimir a donc mesuré les croûtes de dioxyde de manganèse pour en être sûr et en déduit que les dents ont respectivement 11 333 ans et 24 206 ans. L'auteur ajoute que pour faire des tests au carbone 14 et ainsi de tâter scrupuleusement les dents, il faudrait plus de matériel. Mais voilà, c'est un fait avéré. Les mégalodons n'auraient pas disparu fin Pliocène comme on le pensait, ils auraient survécu jusqu'à la période Pléistocène, voire jusqu'à la fin Pléistocène, voire jusqu'à la période Holocène, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui. Alors non. Déjà plusieurs petits problèmes dans cette publication qui ne fait qu'une page. Alors déjà pour un article soi-disant révolutionnaire au dire de certaines personnes, je suis désolé de le dire, c'est un petit peu léger. Très léger même. Trop léger. Ensuite, la couleur. Je vous mets des dents de ma collection personnelle et voilà ce que ça donne. Toutes ces dents, c'est des trouvailles personnelles évidemment, ont été retrouvées dans le même endroit, dans le bassin de Douai-la-Fontaine, qui est daté de 11 millions d'années. Dans le même gisement. Certaines ont même été retrouvées à 2 cm l'une de l'autre. Donc vous voyez qu'elles ont toutes une couleur différente, donc je ne vois pas le problème de la couleur. En fait, c'est comme les gens. Faut pas se fier à la couleur, c'est pas bien. Ben pour les fossiles, c'est pareil. Ça n'a aucun intérêt de dire à la telle couleur, donc à la tel âge, parce que ça ne veut rien dire. Ça dépend de trop de facteurs. Et en plus, géologiquement jeune, mais ça veut tout dire et rien dire. Oui, 10 millions d'années, c'est géologiquement jeune. Parce que si on compare au reste de l'âge de la Terre, c'est-à-dire 4 milliards 600 millions d'années, même les dinosaures non aviens comme le T-Rex ou même les trilobites sont relativement jeunes. Les 500 derniers millions d'années, ce n'est que 1/11e de la vie de la Terre. Ce n'est rien. Autre chose, les calculs de M. Vladimir. Il a précisé qu'il faut 1000 ans pour que 0,15 mm de dioxyde de manganèse se forme. Ça, c'est le chiffre minimum qu'il a indiqué. Il a également indiqué dans son texte le chiffre maximal, qui est de 1,4 mm en 1000 ans, mais il ne l'a pas utilisé dans ses calculs. Donc déjà, au lieu d'avoir un chiffre bien précis dans le résultat, on devrait avoir une fourchette de temps, ce qui serait un peu plus rigoureux scientifiquement. Et c'est paru dans Nature. Du coup, si on fait les calculs, la dent N1 a un âge compris entre 1214 ans et 11 333 ans. La dent N2 a un âge compris entre 2600 ans et 24 267 ans. Et non 24 206 ans. On notera au passage que M. Vladimir s'est trompé d'environ 61 ans. C'est quand même pas rien. Et c'est paru dans Nature, encore une fois. Ensuite, ce qu'il ne précise pas, et c'est bien regrettable, c'est que les chiffres donnés par Peterson sont des chiffres dans des conditions idéales de précipitation. Et ça, il faut absolument le noter, que c'est des conditions chimiques idéales. Alors, je suis peut-être un petit peu puriste, moi c'est comme ça qu'on m'a appris à l'être en tout cas, mais ne pas l'indiquer noir sur blanc, c'est comme si on voulait cacher des choses au lecteur, comme si on n'était pas vraiment honnête avec lui finalement, et pas honnête avec soi-même finalement non plus. S'il y a peu ou pas de manganèse dans l'eau pendant un certain laps de temps, ou au contraire, qu'il y a un excès de manganèse, sans parler en plus de toutes les conditions physico-chimiques qu'il faut réunir, ainsi que les conditions biologiques, eh bien, le calcul est donc faux, tout simplement. Donc les dates données par M. Vladimir, même complétées, sont très contestables. Ensuite, M. Vladimir a été très vite dans sa conclusion. La datation qu'il a faite n'est pas celle des dents elles-mêmes, mais le temps de formation des croûtes de dioxyde de manganèse. Vous allez me demander, mais en quoi est-ce différent? Merci d'avoir posé la question. Eh bien, vous avez un fossile dans une couche géologique, datant de plusieurs millions d'années. Et malheureusement, comme il arrive beaucoup partout sur Terre, la couche peut s'éroder, par exemple du vent, de la pluie, des vagues, des courants marins, ou même de l'activité biologique. Donc, des dents des fossiles même peuvent se retrouver sur le fond actuel de nos océans. C'est pas un problème. Et bien sûr, pour fossiliser, il faut d'abord un milieu de dépôt, et il n'y a pas meilleur milieu de dépôt que les océans. Donc il y a plus de couches avec des fossiles, des roches sédimentaires avec des fossiles sur le fond de nos océans. Et selon le facteur érosif, ça met beaucoup de temps à s'éroder. Le temps pour une dent, par exemple, d'être au fond de l'eau, et pour que des croûtes de dioxyde de manganèse se forment sur l'objet.
Et là, je pense que vous avez compris de quoi je veux parler. Ce que M. Vladimir a donc daté, ce n'est non pas l'âge de la dent, mais le temps de formation des croûtes de dioxyde de manganèse, et par conséquent, le temps d'exposition des dents sur le fond océanique. Conclusion très hâtive, et donc complètement fausse de sa part. Et c'est paru dans Nature. Bravo. Enfin, en 1959, c'était peut-être le cas, mais aujourd'hui, il nous suffit d'un échantillon pour faire de la datation absolue sur un objet. Sauf que pour ici, ça ne fonctionnerait pas, pour plusieurs raisons. Pour dater un objet de manière absolue, il faut réunir deux conditions majeures. Premièrement, utiliser un élément radioactif dont la datation relative de l'objet est comprise dans les 10 temps demi-vie de l'élément. Je vois que j'en ai peut-être paumé la plupart d'entre vous, vous inquiétez pas, je vais y revenir. Et deuxièmement, que l'objet soit dans un système dit fermé, c'est-à-dire sans échange chimique avec le milieu extérieur. On va donc faire un peu de physique nucléaire. Voici un atome, celui du carbone plus précisément. En règle générale, chaque atome est caractérisé par les éléments qui le constituent, protons et neutrons formant donc le noyau, et les électrons gravitant tout autour. Dans le cas de notre carbone, il possède ici 6 protons et 6 neutrons dans sa forme la plus abondante et la plus stable présente dans la nature, le carbone 12. Tous les éléments connus sont récapitulés dans un tableau, nommé le tableau de Mendeleïev, ou tableau périodique des éléments. Ces éléments qui sont classés en fonction de leur numéro atomique, donné par le nombre de protons. Revenons au carbone. Comme je vous l'ai dit, sa forme la plus abondante et la plus stable dans la nature, c'est du carbone 12, 6 protons et 6 neutrons. Mais vous avez d'autres formes, stables ou non, moins abondantes. On nomme ces formes des isotopes. Vous avez donc l'isotope stable carbone 13, possédant 6 protons, toujours, c'est la règle, et 7 neutrons. Et l'isotope instable et radioactif, le fameux et très célèbre carbone 14, possédant 6 protons toujours et 8 neutrons. Ce dernier étant donc instable, il se transforme en carbone 12 au cours d'un certain laps de temps. Mesurer du carbone 14 dans un objet, c'est mesurer le temps qui passe. Comment du carbone 14 se retrouve dans un objet? Eh bien, de son vivant, chaque organisme va échanger du carbone avec son environnement, par la boisson, la nourriture ou même la respiration. Ce qui fait que la proportion de carbone 14 qu'il a en lui est théoriquement identique à la proportion de carbone 14 qu'il y a dans le milieu extérieur, dans lequel il évolue. Question des équilibres chimiques. Seulement voilà que lorsque l'organisme meurt, il n'y a plus d'échange avec le milieu extérieur, le système est dit fermé, il ne reçoit plus d'apport de carbone 14 et celui qu'il contient ne va pas sortir tout seul, il va se dégrader peu à peu en carbone 12. Et selon de nombreux calculs, la période radioactive ou demi-vie du carbone 14, c'est-à-dire le temps nécessaire pour que la moitié des atomes de carbone 14 se désintègrent en carbone 12, qu'on passe de 100% de carbone 14 à 50%, la demi-vie est égale à 5734 ans, plus ou moins 40 ans. On noterait l'utilisation du plus ou moins ici qui permet un calcul plus rigoureux d'un point de vue scientifique. Et au-delà de 10 temps de demi-vie, la proportion de carbone 14 dans l'objet étant tellement faible qu'elle n'est plus mesurable. Et c'est pour cela que les scientifiques ne vont pas au-delà de 10 temps de demi-vie. Pour le carbone 14, on ne peut donc pas aller plus loin que 57 000 ans, environ. Bien que, même si normalement, on ne va pas au-delà de 40 000 ans, car au-delà, la marge d'erreur est de plus en plus importante. En général, on s'arrête plutôt à 40 000 ans. Ah, et au passage aussi, si on vous dit qu'on a daté un os de dinosaure non avien avec du carbone 14, vous avez le droit de donner une claque à la personne de ma part. Voilà, c'est gratuit, je vous permets, ça me fera du bien. Pour les dents de mégalodon de M. Vladimir. Si la datation absolue est réalisée, vous avez donc deux cas de figure. Le cas numéro A, c'est le plus probable, vous avez une valeur obtenue de 0%. Cela voudrait donc dire que les dents ont plus de 10 temps de demi-vie, donc plus de 57 000 ans, et que donc le carbone 14 est insuffisant pour dater les objets. Il faut choisir un autre radioélément. Et le cas numéro B, donc c'est la marge d'erreur, mais je pense qu'elle est tout aussi probable que la première, vous allez comprendre pourquoi. Il y a une valeur obtenue, supérieure à 0%. Alors, ça peut être un chiffre quelconque, ça peut arriver. Ça peut arriver si les dents sont restées au fond de l'eau pendant très longtemps. 11 000 à 12 000 ans, a priori, même à 24 000 ans. Le système chimique n'est plus totalement fermé, il y a de l'altération chimique qui peut survenir et donc biaiser les résultats. Donc dans les deux cas, de toute façon, la datation absolue ne peut pas être prise au sérieux, malheureusement. Et enfin, la méthode de datation absolue nécessite en général de broyer tout l'échantillon, pour être rigoureux d'un point de vue scientifique.
Elle est donc rigoureuse pour la datation, mais détruit l'échantillon. En plus d'être onéreuse, parce qu'elle coûte quand même bonbon cette méthode. Donc le seul moyen de vérifier la datation serait de trouver ces dents dans une roche, dans leur roche d'origine, et de faire des recherches plus approfondies sur la géologie des fonds marins. Qu'est-ce qu'il faut conclure de cet article? Eh bien déjà, premièrement, la couleur n'est pas un indicateur de datation. Deuxièmement, les dates calculées sont contestables et comportent même des erreurs. Troisièmement, la conclusion est complètement fausse. Et quatrièmement, la datation absolue est irréalisable. Et c'est paru dans Nature. Ok. Donc non, aucune dent de mégalodon n'est âgée de quelques milliers d'années. Je vous remercierai de faire circuler cette information en dessous de certaines vidéos qui parlent de la survie de l'espèce. Voilà, ça me ferait beaucoup de bien, parce que là, j'en ai marre de voir encore cet argument. Alors, en dehors de cette histoire de dents, on me rabâche aussi souvent l'histoire d'un bateau du nom de Rachel Cohen. Comme quoi il aurait été attaqué par un mégalodon, qui aurait fait un trou énorme dans la coque du navire, et qu'une fois au port, mis en cale sèche, les gens auraient récupéré des dents de mégalodon encore implantées dessus. La première fois que j'ai entendu cette histoire, ma réaction ça a été « What ?» Attendez, comment le bateau a fait pour rentrer au port avec un trou énorme dans la coque? Ou alors le trou était au-dessus de la ligne de flottaison, je sais pas, mais il ne faut pas accuser un requin, il faut accuser le narwal, je sais pas. Mais bon, en fait, l'histoire du Rachel Cohen de bouche à oreille a été très déformée. Voici, en exclusivité aussi, la première mention du Rachel Cohen dans le livre Des poissons si grands de Klosterman, paru en 1969. Donc je vous fais la lecture. En mars 1954, le cotre australien Rachel Cohen passait en cale sèche à Adélaïde pour un carénage. 17 dents de Carcharodon carcharias, ayant en moyenne 8 cm à la base et 10 cm du collet à la pointe, furent extraites de la quille en bois juste à l'aplomb de l'arbre d'hélice tordue. Le demi-cercle décrit par l'implantation des dents et des traces avait pratiquement 1 mètre de rayon. Le capitaine du Rachel Cohen se souvenait d'un choc nocturne violent lors d'une tempête au large de Timor et avait conclu à une collision avec un des nombreux troncs d'arbres flottant dans cette mer. Les ichtyologues australiens ont attribué environ 24 mètres de long au possesseur d'une telle denture, attirée probablement, comme cela est très fréquent, par les reflets de l'hélice. Alors évidemment, je ne vais pas critiquer cet auteur, qui est quand même quelqu'un de sérieux, qui était spécialisé dans la pêche au gros, etc., et un héros de guerre. Mais disons que cette anecdote manque cruellement de précision et de source. Alors, déjà l'incident. Il s'est produit en mer de Timor, au nord de l'Australie. Et le bateau a été inspecté à Adélaïde, qui est au sud de l'Australie. Donc le bateau n'était pas du tout en difficulté, contrairement au dire, encore une fois, de certaines personnes qui défendent cette théorie. Donc non, le bateau allait très bien, a priori. C'est juste vraiment pour le contrôle de routine que ça allait pas. Mais quand il est fait mention du souvenir du capitaine du navire, malheureusement, on n'a pas de date précisée. Et ça, c'est un problème. Les dates, c'est important. Il existe cependant un site internet retraçant les tempêtes qu'il y a pu avoir au large de l'Australie. Plus particulièrement ici, je me suis concentré sur la mer de Timor. Et malheureusement, comme vous pouvez voir, on ne sait pas trop. 51-52, a priori, pas de tempête. 52-53, il y a une tempête de force 2 qui a traversé la mer de Timor. Et en 53-54, il y a une tempête qui est restée à l'est de la mer de Timor, force 1, force 2, qui aura peut-être été suffisante pour ce genre de choc. Donc malheureusement, il est probable que ce soit 52-53, mais encore une fois, ça reste large. Et le site internet ne recoupe pas toutes les informations. Donc encore une fois, pas de date de préciser. Donc malheureusement, ça enlève de la crédibilité à l'histoire. Ensuite, ces ichtyologues australiens se sont vraiment penchés sur la question et qu'ils ont vraiment identifié la bête comme du Carcharodon carcharias. Je ne vois pas pourquoi on rattache cette histoire au mégalodon. Je ne vois pas. Mais c'est vrai, au regard d'aujourd'hui, 8 cm à la base et 10 cm du collet à la pointe, c'est énorme, surtout pour un grand requin blanc. Donc là, vous ne le verrez pas en live directement, mais bon, je vous montrerai en vidéo ici une dent d'un requin blanc de l'époque des phalins, donc de 11 millions d'années. Vous voyez qu'elle est quand même relativement petite. Ce qui nous orienterait donc plus vers le mégalodon, qui sait. Donc là, encore une fois, je montre à la caméra, vous ne le verrez pas malheureusement pour l'instant, mais j'ai un moulage de dents de mégalodon qui fait 8 cm du collet à la pointe et 10 cm à la base. Ce sont donc les valeurs inverses.
Alors peut-être que les valeurs ont été inversées dans le texte de Klosterman, ou peut-être tout simplement que les tailles ont été exagérées. Ce n'est pas impossible. Ça, malheureusement, on ne le saura jamais. Autre chose, 17 dents implantées dans la coque. 17 implantées en demi-cercle. Vous allez me dire, où est le problème? Les dents de requin poussent en continu. Il perd des dents pendant toute sa vie. Vous avez plusieurs rangées de dents qui s'organisent les unes derrière les autres. Dents qui sont organisées aussi en colonnes. Vous avez une à plusieurs rangées qui sont dites fonctionnelles, c'est-à-dire que ça va être des dents actives qui vont mordre dans des proies, etc. Et les autres, ce sont plutôt des dents de remplacement. Quand la dent fonctionnelle est usée, cassée, abîmée, etc., elle va tomber naturellement et la dent de derrière va prendre le relais. Vous voyez ça vraiment comme un tapis roulant. Et ça ne se fait pas d'un point de vue, ça ne se fait pas en quelques secondes, ça prend quelques jours à quelques semaines. C'est quand même pas rien. Chacune des dents, évidemment, ce n'est pas une rangée qui change d'un coup, hein, chacune des dents est indépendante les unes des autres. Donc, chez le grand blanc, il y a 2 rangées fonctionnelles, c'est-à-dire entre 15 et 26 dents. S'il s'agissait d'un grand requin blanc, il aurait perdu entre 65% et 100% de sa capacité à se nourrir. Il n'aurait pas pu se nourrir pendant des mois, et il serait même mort de faim, parce que ce n'est pas en tétant les méduses qu'il y arrivera à survivre. Et en plus, comme ils étaient implantés en demi-cercle, comme précisé dans l'article, ce n'est pas possible pour un grand blanc. Parce que ça voudrait dire qu'il y a des dents non fonctionnelles qui ont mordu dans la coque, et c'est pas possible. Donc ce qui nous orienterait plus vers un mégalodon, peut-être, qu'est-ce qu'on en sait? Donc selon la reconstitution de Jim Bourdon que vous avez ici, la plus admise donc, pour la mâchoire du mégalodon, pour la dentition pardon, du mégalodon, donc discutable mais on n'est pas là pour ça, vous avez une seule rangée fonctionnelle qui comporte 46 dents. 17 dents en moins, ce serait 37% de perte de capacité à se nourrir. Et comme en plus elles étaient implantées en demi-cercle, ce serait plus d'un tiers, voire la moitié de la mâchoire qui aurait sauté. La moitié haute, la moitié basse, la moitié droite, la moitié gauche. Donc si mégalodon y avait, ben mégalodon est mort de faim puisqu'il n'a pas pu se nourrir pendant des semaines non plus. Et enfin, je me suis renseigné. Et il n'existe aucun bateau du nom de Rachel Cohen dans les années 50. Et croyez-moi, j'ai contacté les principales institutions que vous avez ici, à savoir donc le Muséum sud-australien et le Muséum maritime sud-australien pour en être sûr. Donc ces 2 entités sont évidemment à Adélaïde, donc du coup j'ai contacté plus précisément ces entités-là, parce que c'est eux qui allaient avoir les informations en question. Et a priori, cette très célèbre histoire, ce n'est que de la fiction. Il y a bien un bateau du nom de Rachel Cohen qui a existé, mais il a brûlé dans le port de Darwin en 1924. Et ce n'était pas un cotre, c'était un brigadier ou un très grand voilier. Mais là, a priori, le Rachel Cohen de 1954, ce n'est que de la fiction. Alors, on ressort aussi, dans les différents commentaires également, différents témoignages de pêcheurs ayant vu tel ou tel requin gigantesque. Et honnêtement, je ne vais pas en parler ce soir. Je ne vais pas en parler parce qu'il y a un certain monsieur, qui s'appelle Monsieur Rush, qui a écrit un article et qui analyse très bien et qui critique très bien les différents rapports. Parfois, il va identifier le requin et parfois, il va dire les tailles sont tellement grotesques que c'est impossible que ce soit un requin qui existe, ou même n'importe quelle bestiole. Mais sachez que lorsqu'on le sort, des pêcheurs ont vu un énorme requin, ils ont eu peur, ils n'ont pas voulu travailler pendant des semaines, et c'est pas dans leur avantage de ne pas travailler parce qu'ils perdent de l'argent, c'est leur source de revenus. Je réponds en général que c'est carrément dans leur avantage. Moi j'ai tendance à voir le mal un petit peu partout, je ne donne pas ma confiance comme ça à n'importe qui. Je me demande toujours, mais qu'est-ce qu'une histoire pareille pourrait leur apporter? Eh bien ils font parler d'eux, tout simplement. Des personnes s'intéressent à leur histoire, ils s'intéressent par là même à leur entreprise, qui se fait un peu plus connaître, du grand public en tout cas, et lorsqu'ils reprennent leur activité, eh ben leurs bénéfices augmentent considérablement et rend flou cette période où ils n'avaient pas d'argent finalement. C'est du marketing, rien de plus. C'est une méthode détestable, c'est une méthode pas loyale et malhonnête, mais c'est une méthode qui fonctionne et qui a déjà fait ses preuves. Vous vous souviendrez certainement de la plus célèbre photo de Nessie, du monstre du Loch Ness, qui a valu quand même pas mal de pognon à la personne qui l'a faite. Eh bien, le jour de sa mort, il a avoué à tout le monde que c'était du fake. Voilà, c'était pas une vraie photo. Donc, mis à part ça, voilà, il a gagné de l'argent entre-temps, tout le monde y a cru, et au final, c'était que du mensonge. Voilà. Donc, toujours vous méfiez de ce qu'on peut vous raconter, surtout quand il n'y a pas de preuves. Donc, l'histoire du Rachel Cohen.
si le bateau a vraiment existé, est très bancal et manque cruellement de précision. Nous avons vu également que les dents de mégalodon, âgées de quelques milliers d'années, c'était du flanc. Et les témoignages qu'on peut avoir sont douteux, biaisés, pas forcément sans intérêt commercial, et surtout ils ne fournissent aucune bonne preuve que le mégalodon existe toujours. Malgré cela, encore et toujours, on me sort souvent d'autres arguments. Par exemple, le mégalodon a pu s'adapter en voyant le climat changer. On ne l'a jamais vu, il se cache sans doute dans les abysses. On n'a pas tout exploré des océans, seulement 1, 5, 10, 15, 20%. Parce que oui, les chiffres varient d'une personne à une autre, évidemment. On n'a pas de preuve de sa disparition, bla bla bla. Alors déjà, le fait de se cacher, juste en soi, la définition, ça veut dire que finalement, on a une volonté de ne pas se montrer. Le mégalodon. Ne pas se montrer à qui? À nous, les Homo sapiens? Quel intérêt? Non, mais là, je comprends pas. Laissez-moi rire. Pourquoi ce super prédateur aurait peur des êtres humains? Le grand blanc, il est bien plus petit que lui et il s'en fout complètement. La plupart des animaux s'en foutent de se montrer à l'homme ou pas. Donc là, je suis désolé, mais cet argument-là n'est clairement pas valide, à mes yeux. Pas du tout. Mais prenons, avec ce type d'argument, j'ai envie de prendre un raisonnement par l'absurde. Soyons complètement fous, on est là pour ça aussi. Un petit peu de sérieux, mais un petit peu de folie également. Si on va par là pour le mégalodon, on peut le faire pour n'importe quelle espèce fossile. Par exemple, un choix totalement pris au hasard, le T-Rex. Le T-Rex, donc, on ne l'a jamais vu. Il existe certainement en forêt amazonienne, puisqu'on n'a pas tout exploré de cette forêt amazonienne. Il était en Amérique du Nord il y a 66 millions d'années. Il a vu la météorite arriver et il a donc migré en Amérique du Sud. On n'a pas de preuve de la disparition du T-Rex, finalement. Il se cache certainement en Amazonie, c'est certain même. Il aurait même très bien pu s'adapter à un environnement devenu hostile pour lui, extrêmement froid, et vivre en Antarctique au fil des milliers d'années. Mais oui, hein, on n'a pas tout exploré de l'Antarctique non plus. Hein? Et dans les abysses, j'imagine très bien un T-Rex avec une tenue de plongée ou qui se serait adapté subitement à la respiration avec des branchies. Voilà, donc je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui rigolent derrière votre écran, mais vous voyez à quel point ça peut être ridicule pour un T-Rex. Eh bien, ça l'est tout autant pour le mégalodon. Déjà, oui, on ne peut pas avoir des preuves de disparition. Je ne peux pas donner tort aux personnes qui me disent ça parce que c'est vrai. C'est vrai. On n'a que des preuves directes d'apparition d'espèces, jamais des preuves directes de disparition. Ici, vous avez une série sédimentaire. Vous commencez le bas de la série, donc le plus ancien, et vous vous dites, bon, je ne trouve pas de dent de mégalodon, de toute façon, je ne sais pas ce que c'est, etc. Et là, d'un coup et d'un seul, paf, vous avez une dent de mégalodon. Vous avez la preuve physique, tangible, vous pouvez la palper dans tous les sens, et vous dire que vous avez effectivement une preuve physique comme quoi l'espèce est apparue. Vous continuez la série, vous trouvez toujours des dents, vous êtes content parce que c'est quand même des belles bêtes, et d'un coup et d'un seul, pouf, plus de dents de mégalodon. Bah, techniquement, vous passez votre doigt à travers, tout ça, machin, il n'y a plus de dents, vous ne pouvez plus montrer, vous montrez à tout le monde comme ça, qu'il n'y a pas de dents, bah, voilà, vous n'avez pas de dents. C'est logique de penser tout de suite que le mégalodon a disparu. C'est un raisonnement logique. C'est comme si je me cachais derrière le bureau derrière lequel je suis et que vous ne me voyez plus, tout simplement. Vous ne me voyez plus, votre raisonnement est là, vous ne me voyez plus, donc j'ai disparu. Et c'est normal. C'est un raisonnement logique, scientifique. Là, certains d'entre vous me diront, bah, attends, t'es peut-être plus derrière le bureau, mais t'es peut-être ailleurs. Et du coup, effectivement, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit pour cette séquence. Le mégalodon a au moins disparu de cet endroit géographique. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, pour moi, on va me chercher partout pour savoir si j'ai vraiment disparu. Et bien pour le mégalodon, c'est pareil. On va reprendre la carte de tout à l'heure de Pimento et al. De 2016. On va regarder tous les endroits où on a retrouvé des dents de mégalodon et à chaque fois, dans le haut des séquences, les dents de mégalodon disparaissent. Vous pouvez donc en déduire facilement que le mégalodon a disparu à l'échelle mondiale. Et ça, c'est un raisonnement logique. Et pour toutes les espèces fossiles, c'est la même chose, il n'y a pas que pour le mégalodon. Pourquoi faire une exception pour le mégalodon et pas pour les autres espèces disparues, contemporaines du mégalodon ou non d'ailleurs? Tout à l'heure, je vous ai parlé de la baleine Pelocetus mirabilis qui a vécu en même temps que le mégalodon dans le bassin d'eau La Fontaine il y a 11 millions d'années. Pourquoi il n'y a pas de théorie sur cette baleine? Déjà parce que tout le monde s'en fout, je pense.
peut-être pas tout le monde, quelques personnes qui seront intéressées, mais les baleines, ça fait moins sensation, on en a déjà aujourd'hui, tandis qu'un requin géant d'une vingtaine de mètres, ah là, c'est quelque chose qui est accrocheur. Si, entre scientifiques, nous ne sommes pas d'accord sur la famille, le genre, la taille, le poids, la reproduction du mégalodon, on est tous d'accord sur une chose, la paléoécologie du mégalodon. C'était une espèce côtière, affectant les environnements tempérés chauds à tropicaux et un prédateur actif au sommet de la chaîne alimentaire, mangeant des gros vertébrés. L'idée qu'il puisse vivre dans les abysses, où les températures sont basses, les proies rares, la pression colossale et la luminosité nulle, c'est absurde. C'est tout aussi absurde que de voir un mammouth laineux en plein désert du Sahara. Chose qu'ils ont fait dans cette bouse de film. Et chose que tout le monde croit aussi, c'est que certains mammouths ont donné des éléphants. Bref, donc, l'environnement du désert du Sahara n'est pas en accord avec l'environnement de vie du mammouth laineux. Mammouth laineux, c'est un environnement extrêmement froid. Le Sahara, c'est extrêmement chaud, ça ne va pas tellement ensemble, vous voyez. Eh bien, l'environnement des abysses n'est pas en accord avec l'environnement de vie du mégalodon. Et là, on pourrait me rétorquer, et les évolutions adaptatives, tu connais. 2 secondes, excusez-moi. C'est pas que ça fait mal aux yeux, mais ça me donne aussi un peu la gerbe, en fait. Alors, cette personne à l'orthographe si remarquable, a priori, c'est de quoi elle parle. Elle a fait de longues études en paléontologie pour pouvoir affirmer ce qu'est une évolution adaptative, et donc, par conséquent, il connaît plus que quelqu'un qui a fait des études là-dessus, pour pouvoir le contredire. Non, pas du tout. Clairement non. Déjà, on ne peut pas être pris au sérieux en écrivant comme ça, je suis désolé. Qu'il y ait une ou deux fautes, ça peut passer, et encore, il faudrait que ce soit un paragraphe complet, quoi. Des fautes d'inattention, même moi j'en fais. Mais là, qu'il y ait une faute par mot, là j'ai tendance à pas lire les trucs, même les scientifiques n'ont tendance à pas lire du tout les trucs. Mais là, qu'il y ait plus d'une faute par mot, là les scientifiques en rigolent. Je suis désolé, c'est pas mature comme comportement, mais on a un raisonnement scientifique. Cette personne ne sait pas réfléchir pour écrire sa langue maternelle, par conséquent, elle ne sait donc pas réfléchir du tout. Et donc tout ce qu'elle pourra dire ne pourra pas être pris en compte ni pris au sérieux. Mais bon, allez, je suis gentil, je vais mettre de côté mon amour pour la langue française. Cette personne n'a peut-être pas tort. Est-ce que l'évolution adaptative, est-ce que l'adaptation serait la clé de survie du mégalodon ? Alors déjà, quand on sort, le mégalodon a pu s'adapter en voyant le climat changer, c'est un gros non. Une espèce, excusez-moi, une espèce ne s'adapte pas en fonction des observations sur son environnement, elle s'adapte en conséquence de ces changements. Elle ne fait que les subir. Du coup, qu'est-ce que l'évolution adaptative ? Et là, il s'agit d'un sujet très compliqué. Impossible à résumer en 5 minutes. Je pense que même le plus imminent paléontologue du monde ne serait pas capable de vous répondre en étant clair et en prenant en compte tous les paramètres, sans exception. Déjà, l'adaptation aborde la notion d'espèce, qui n'est pas franchement évidente à définir dans l'évolution et en paléontologie. Pour les animaux actuels, la définition est simple, vous faites reproduire des individus qui se ressemblent, morphologiquement, vous les faites reproduire, vous voyez si la descendance est féconde dans la majorité des cas, et si c'est le cas, c'est la même espèce. Et vous avez en plus la génétique pour vous aider derrière. Donc la zoologie, c'est super cool. Par contre, pour la paléontologie, eh bien, j'ai tenté de faire reproduire les dents entre elles, ça ne fonctionne pas, à ma grande surprise. Ça ne marche pas, c'est que des cailloux, après tout. Donc, avec les fossiles, on n'a que l'anatomie comparée, la morphologie. On ne peut pas les faire reproduire et on n'a pas la génétique derrière. Donc en soi, c'est déjà un biais pour définir les espèces. Et pour l'adaptation, il y a également énormément de paramètres à prendre en compte, notamment la plasticité phénotypique. Ça vous parle à vous ? Vous pouvez pas répondre, mais non, moi ça ne me parle pas. Pourtant j'ai fait des études en paléontologie, soit j'ai complètement oublié ce que c'était, soit je ne l'ai pas appris, parce que ça dépend de là où on va en fac. Donc voilà. Mais il y a un paramètre que tout le monde peut comprendre, très facilement. Il s'agit de la stratégie reproductive. Prenons 2 exemples chez les mammifères placentaires. Une souris commune et un éléphant des savanes d'Afrique.
Alors, une souris femelle va avoir une espérance de vie de 3 à 5 ans, une maturité sexuelle de 45 jours, une gestation de 18 à 21 jours, 5 à 18 petits par portée, des gestations espacées de 42 jours. Et donc, en optimisant les calculs, une souris femelle va mettre au monde maximum 540 petits pendant toute sa vie. C'est gros maximum, hein, vraiment c'est maximum, elle n'aura pas plus que ça. Une éléphante, donc, elle va être mature sexuellement entre 9 et 15 ans, une gestation de 22 mois, 1 à 2 petits par portée, des gestations espacées de 2 ans et demi à 5 ans, et elle arrêtera de se reproduire aux alentours de 50 ans. Alors, chez les éléphants, les cas de gémellité, donc le fait d'avoir des jumeaux, c'est extrêmement rare, mais on va prendre une femelle complètement what the fuck qui va faire que des jumeaux. Donc, encore une fois, en optimisant les calculs, une femelle éléphante va mettre au monde maximum 20 petits. Et comme les jumeaux sont rares, vous vous doutez qu'on est plus proche du 10, mais en général, on est même plutôt proche du 5. 5 petits maximum pour une éléphante. C'est pas beaucoup. Et bien sur la reproduction, une mutation, techniquement, arrivera plus vite chez une souris, chez l'espèce de la souris, que chez l'espèce de l'éléphant. Et ce n'est pas pour rien, malheureusement, que les souris sont utilisées dans les laboratoires plutôt que des éléphants. Déjà, le critère de la reproduction. Mais selon ce critère, cette variable, si un changement environnemental rapide survient, l'espèce souris a plus de chances de s'adapter que l'espèce éléphant. En tout cas, retenez que ce n'est pas genre le mégalodon va se lever un matin et se dire « Ah, dis donc, le climat se refroidit, il faut que je change toutes mes habitudes et que je m'adapte au refroidissement. » Du coup, il va faire « Hop, il va claquer des doigts et ça va arriver sur lui-même. » Et en plus, comme il ne veut pas se montrer aux humains, il ira vivre dans les abysses. Donc il faut qu'il s'adapte encore plus. Hop, et voilà, c'est bon, je peux y aller. L'adaptation ne se produit pas en un claquement de doigts sur un individu qui décidera pour lui-même. L'adaptation, les changements environnementaux s'opèrent, et pour que l'espèce en tant que population s'adapte, il faut qu'une mutation survienne dans le patrimoine génétique de l'espèce, ce qui met des générations à arriver. Deuxièmement, que cette mutation soit positive, c'est-à-dire qu'elle réponde favorablement à l'espèce et qu'elle soit efficace en vue des changements environnementaux qu'elle subit. Si par exemple vous avez une souris qui développe une adaptation pour, je sais pas, imaginez vous avez un environnement qui devient tout froid d'un coup, si elle a des grandes oreilles, c'est pas top pour garder la chaleur corporelle. Voilà. Et si en plus elle garde des plus petites oreilles mais qu'elle a plus de bouche, bon bah là aussi c'est pas très dans son avantage quoi. Et troisièmement, que cette mutation se retrouve suffisamment abondante dans les populations pour que l'espèce survive. Ce qui met beaucoup de temps à arriver aussi parce que c'est une forme de sélection. Et ça prend énormément de temps. Les changements morphologiques sont très progressifs et très lents. Ils mettent des générations à s'appliquer et à être efficaces dans la survie d'une espèce. Alors, une dernière chose avant de passer à la conclusion. Si le mégalodon a effectivement subi des changements physiques considérables pour pouvoir s'adapter à la vie dans les abysses, eh bien ce n'est plus un mégalodon. Un mégalodon est défini par des caractères morphologiques précis liés à une écologie précise. Si un requin gigantesque est trouvé dans les abysses, donc déjà environnement contraire du mégalodon, c'est potentiellement pas un mégalodon, mais si en plus il a des caractères morphologiques différents, il en aura forcément des caractères morphologiques différents. Parce que l'environnement des abysses, c'est quand même très particulier. Tu as intérêt à t'adapter avant. Et en plus, il devra s'adapter à la rareté des grosses proies vertébrées. Donc des grosses dents triangulaires massives, crénelées sur les côtés, ce n'est pas top pour vivre dans les abysses. Eh bien, si la morphologie est différente, il ne s'agit pas d'un mégalodon. Il s'agit d'une nouvelle espèce, point barre. Donc, pour conclure, le mégalodon était un animal affectant les environnements côtiers et tempérés chauds. C'était un superprédateur actif. L'être humain est sur Terre depuis plusieurs milliers d'années et compté à plus de 7 milliards d'individus, côtoyant sur tous les côtes, et la technologie est de plus en plus présente dans son quotidien. Les smartphones, les téléphones, tout ça machin, les appareils photo, les caméras, les sonars, les radars, etc. Et sans parler de la pêche intensive actuelle. Mais rien qu'avec tout ça, les témoignages auraient dû affluer, et ce depuis longtemps. Et pour aujourd'hui, ce requin n'a plus sa place dans les écosystèmes actuels. Les proies manquent et la concurrence est trop importante. Donc en vue de toutes ces circonstances, au regard de nos connaissances actuelles, le mégalodon a bel et bien disparu de nos océans. Point final. Je vous remercie de votre attention.